Mucem une grande exposition au Bazar du Genre, qui est, avec l'autre exposition, le noir et le bleu. Noir et bleu, c'est une exposition inaugurale du musée. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés par le genre et l'histoire des femmes, c'est une date. Hein. C'est une date que ce musée d'ethnologie, d'ethnographie, et qui est en même temps un musée très grand public, ait choisi comme sujet le genre. Ça en soi, ça a beaucoup de sens. Et peut-être que ça n'a pas été si simple que de choisir ce thème. Et je pense que Denis Chevalier va certainement vous en dire un mot. Alors, à partir de là, il y a évidemment une exposition sur des objets. Des objets, des vidéos, des films, des affiches, etc. Et ça, c'est le travail propre des muséologues, muséographes, ethnologues du Mucem. Mais ils ont souhaité qu'en dehors même, avec le catalogue même qui explique les objets, qui disent que dans tout catalogue, on explique tel ou tel objet, d'où il vient et ce qu'il est, qu'en même temps, il y ait des textes, je n'ose dire de fond, parce que ça serait peut-être nous attribuer beaucoup, mais qui en disent un peu plus tout de même, sur le genre, qu'est-ce que c'est, et notamment, qu'est-ce que ça veut dire en Méditerranée. Il ne faut pas oublier que le Mucem, c'est la Méditerranée. Donc à la fois la réflexion générale sur le genre et ce qui se passe en Méditerranée du point de vue du genre. Il se passe énormément de choses, aussi bien du point de vue du mariage, de la famille, de la fécondité, de l'éducation, et des rapports amoureux, et du transgenre, et tout cela. Alors, il y a une petite équipe qui s'est constituée, dont nous avons été plus particulièrement l'émanation sous la houlette de Denis Chevalier, qui est vraiment le grand homme de cette affaire et le grand homme de notre après-midi, quand même. On a des grands hommes aussi, on ne les renie pas. Et nous étions 4. Il y avait Florence, il y avait Michel Boson, il y avait donc évidemment Denis et moi. Alors nous avons travaillé à la demande de Denis Chevalier autour de ça, on s'est partagé le travail, on a fait appel à beaucoup d'autres personnes, puisque vous le verrez, il y a 35 contributions, je crois à peu près, dans ce livre. Ce sont donc des contributions assez courtes, classées selon un plan tout à fait thématique. Voilà. Alors, ça a été un travail très très intéressant pour nous, très agréable aussi, hein, parce que des liens d'amitié existaient et se sont renforcés et se sont tissés entre nous. Et ça se prolonge actuellement à Marseille, bien entendu par une exposition qui va durer, si je ne me trompe, jusqu'au mois de janvier. Et accompagnant l'exposition, il y a toute une série de séminaires dont je pense Denis Chevalier va vous parler et qui, pas mal peut-être des gens d'ici participent. Donc voilà, le genre est présent à Marseille, dans l'une des capitales de la Méditerranée, et nous nous en félicitons. On n'est pas obligé d'applaudir, on est entre nous. Merci Michel. Moi je suis là simplement pour présenter Denis Chevalier, que je connais, on se connaît depuis plus de 30 ans. Hein. Bon. Il est docteur en ethnologie et dans les années 80 et 90, il a travaillé à la mission du patrimoine ethnologique du ministère de la Culture et il a beaucoup publié sur les savoir-faire et les techniques, sur les objets, sur les rapports entre l'homme et l'animal, enfin, sa bibliographie est très très longue, sur le patrimoine rural. Il est devenu ensuite conservateur en chef des musées nationaux et a dirigé de 2002 à 2009 l'équipe chargée de la préfiguration du futur Mucem, hein, du futur musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il est devenu ensuite directeur adjoint du Mucem et responsable du département recherche et enseignement.
et il a donc été le commissaire général d'une des deux expositions inaugurales du MUSEM, celle dont on parle aujourd'hui, au Bazar du genre, féminin, masculin en Méditerranée. Donc, grâce à cette initiative dans laquelle il a mobilisé beaucoup de personnes très diverses, je dirais que les questions de genre et d'égalité entre les sexes et les sexualités ont été mises en relief de façon remarquable à l'émergence de ce nouveau musée, je dirais, de société. Hein, c'est un petit peu plus que de l'ethnologie, tout simplement, et un musée auquel nous souhaitons bon vent. Donc, à toi la parole. Bien, merci Michel, merci Michel Le, merci Michel, et merci Florence en tant que présidente de l'Institut du Châtelet de m'avoir invité à Paris pour vous parler de cette exposition marseillaise. C'est pas si souvent, j'imagine, qu'on vient parler de l'exposition marseillaise ici à Paris. Merci aussi à tout le public. Je reconnais des collègues et des amis, et je suis vraiment très ravi qu'ils soient là. Certains d'entre vous ont peut-être vu déjà l'exposition, donc ils s'attendent à voir une forme de making-of, de voir un petit peu ce qui s'est passé derrière les cimaises, si je puis dire. Je vais peut-être vous en dire un petit peu, effectivement. Et puis pour d'autres qui n'ont pas vu, au fond, cette conférence, c'est plutôt une invitation. C'est une invitation à venir à Marseille, puisque l'exposition, en tout cas, et le musée va durer bien plus longtemps, évidemment, mais l'exposition, qui est l'exposition temporaire d'art, va être là jusqu'au 6 janvier. Et donc, vous avez encore tout le temps pour venir, c'est 3 heures de train, il fait beau, voilà, tout va bien à Marseille. Donc, venez à Marseille, il n'y a pas de risque, et vous pourrez profiter du musée, qui est effectivement, on est très content, puisque c'est effectivement un succès. En 4 mois, nous avons eu presque 300 000 visiteurs par mois. Plus d'1 200 000 personnes sont venues, pas forcément voir l'exposition, ils sont venus voir le site. Et au moins plus de 300 000 à 400 000 visiteurs sont venus voir l'exposition, ce qui est beaucoup, évidemment, pour une exposition de musée de société. Donc voilà, on a l'effet capitale européenne de la culture, hein, qui fonctionne vraiment. On a l'effet nouveauté. Et puis on a aussi l'attirance quand même de Marseille, qui est quand même un site fabuleux pour ceux qui le connaissent. Je crois qu'il y en a pas mal qui connaissent Marseille. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, parce qu'une exposition, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui met 3 ans à 4 ans à mûrir, à se faire, et à se faire grâce évidemment à un travail collectif. Michel Perrault l'a bien dit, ce sont des équipes qui travaillent, ce sont les auteurs de ces catalogues qui nous inspirent, et c'est tous les travaux qui ont été réalisés par les chercheurs, sociologues, ethnologues, anthropologues, historiens, sur le thème notamment du genre, qui sont derrière cette exposition. Alors ils sont derrière, mais ils ne sont pas forcément, ils ne se reconnaissent pas toujours, parce qu'une exposition, c'est quelque chose qui simplifie, au fond, la pensée scientifique. Ce n'est pas un livre sur un mur, c'est autre chose, c'est un autre langage qui s'adresse, en tout cas, c'est notre objectif, à un public le plus large possible. Et c'est pas facile. C'est pas facile, ne serait-ce que de dire qu'est-ce que le genre, hein, à un public qui n'a pas tellement l'habitude en France, depuis quelques années. Bon, effectivement, l'anthropologie ou la sociologie anglo-saxonne s'est emparée de ce qu'on appelle gender studies, mais en France, l'arrivée de ce concept, je peux dire, hein, pas une discipline, de ce concept, de ce point de vue, est beaucoup plus tardif, et du coup, le grand public a encore beaucoup de mal à comprendre ce que veut dire genre. Et quand j'ai proposé le titre de l'exposition « Bazar du genre », la direction du musée, les services de com, parce qu'ils sont importants, hein, dans un musée comme le nôtre, hein, évidemment, on dit « mais attention, les gens ne vont pas comprendre de quoi il s'agit ». Et il faut rajouter masculin-féminin. Et donc on a rajouté masculin-féminin en Méditerranée. Féminin-masculin. Ah bon. Tu as raison. Voilà.
Au point que, alors ça c'est une petite anecdote, vous ne le répéterez pas, le président de la République, François Hollande, est venu inaugurer le musée. Il a été précédé évidemment par tous ses services, et en particulier la préfecture, qui a dit « Oulala, oulala, on y parle du mariage pour tous, par exemple, c'est dangereux, surtout qu'il ne rentre pas ». J'étais quand même chargé d'aller lui serrer la pince à l'entrée de l'exposition, mais le détourner en quelque sorte vers l'autre exposition, lui dire « Là, vous serez mieux ». Et il a tout de suite vu Pilar Albarracín, et je lui dis « Oui, j'ai juste eu le temps de lui dire, vous savez, on traite là d'un sujet sensible, d'un sujet chaud ». Il m'a dit « Ah oui, la corrida ». Et bon, voilà, donc il n'a pas tout de suite vu effectivement que cette fameuse torera, qui est Pilar Albarracín, une artiste d'ailleurs qui était à l'inauguration, se moquait au fond, enfin, exprimait d'une certaine manière à sa façon une sorte d'idée de la confusion du genre, avec ses talons aiguilles rouges qu'on ne voit pas sur la photo mais que vous verrez ailleurs, vous voyez en tout cas sur le catalogue, et puis sa cocotte minute, donc il y a quelque chose qui, bon, voilà, de cet ordre-là, mais il n'a pas tout de suite vu. Et il n'est pas le seul à l'avoir vu, parce qu'une des premières réactions alors négatives qu'on a eues, on pensait qu'on allait avoir évidemment tous les gens qui sont anti-mariage, etc. Eh bien non, ils sont là, mais ils n'ont pas été tellement violents. Les plus violents à nous râler, en tout cas sur le site du musée, sur Facebook, etc., c'était les anti-corridas. Ils nous ont dit, mais attention, cette image, mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'essayer de réintroduire la corrida à Marseille soyons vigilants. Soyons vigilants. Donc, vous voyez, ça veut dire que le genre, bon, voilà, ça ne parle pas à tout le monde, et que, au fond, il faut justement, avec cette exposition, on espère que le public comprendra un petit peu mieux ce qu'il y a derrière ce concept. C'est une concept, c'est pas une théorie, hein, on se tue à le répéter, pas de théorie du genre, mais un concept de genre qui nous permet d'analyser tout simplement les hiérarchies, les rapports sociaux entre les hommes et les femmes, et en l'occurrence là, en Méditerranée. Alors, moi, ma bobine n'a pas du tout d'importance pour cette conférence. Je crois que le plus important, c'est les images que je vais présenter, puisque j'en ai quelques dizaines, pour vous montrer à la fois le travail qui a été fait en amont. Je salue mon ami et conseiller Patrick Roger, qui nous a rejoints, qui était dès le début du projet très important, parce qu'il m'a aidé, il est là devant moi, il répondra à des questions s'il faut, il m'a aidé justement à mettre en image, en scène, en musique, cette affaire-là, en nous disant attention, ce que vous choisissez comme objet, c'est pas forcément compréhensible par le grand public, parce qu'il a plus l'habitude que moi, évidemment, de travailler avec le grand public. Donc voilà, donc c'est une affaire très très collective et qui prend du temps. Alors, je vais quand même vous montrer 2-3 éléments sur le musée, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas vu ou qui ont envie de le voir. Alors, voilà, le site du musée, c'est ça, c'est ce qui est noir au fond, c'est pas ce qui est blanc. Donc, ce qui est blanc, c'est un autre bâtiment qui relève de la région PACA, qui s'appelle la Villa Méditerranée. Donc, le MUSEM, c'est à la fois ce bâtiment avec sa résille en béton, qui a été réalisé par Rudy Ricciotti, et puis une passerelle qui mène le public vers le fort, qui est le fort Saint-Jean, qui est un fort historique, qui est un monument historique qui appartient à l'État, et qui est partie intégrante, c'est très important, du musée. Donc vous voyez un petit peu comment ce grand équipement s'organise avec des différentes entrées, avec ces deux parties, la partie historique, la partie contemporaine, à l'intérieur duquel nous avons donc nos expositions, des expositions qui sont des expositions temporaires, des expositions qui sont des expositions plus permanentes. Et donc l'intérêt du site et la raison pour laquelle je pense qu'on a reçu jusqu'à présent plus d'1,2 million visiteurs, c'est-à-dire 300 000 visiteurs par mois, c'est que c'est un bâtiment, c'est un monument qui est ouvert, qui est extrêmement ouvert au public, et à l'intérieur duquel on peut simplement aller se promener sans pour autant venir visiter une exposition. C'est pour ça que je disais qu'il y avait qu'un tiers du public qui avait visité les expositions, ce qui est déjà pas mal, bien sûr, mais
C'était l'intérêt de ce site, c'est qu'il y a réellement un extérieur et un intérieur qui sont en relation l'un avec l'autre. Donc voilà, là on est à l'intérieur du fort, donc c'est des points de vue qui s'offrent au public, et je crois que c'est très important, et c'est aussi très important dans notre programmation. C'est-à-dire on est obligé de tenir compte du contexte dans lequel on est. Là j'aime bien montrer cette image parce que c'est ce que voit le public quand il est dans l'auditorium Germaine-Tillon, c'est-à-dire au sous-sol du MUSEM, à écouter un conférencier. Alors quand il s'ennuie, il peut toujours regarder les petits baigneurs qui sont en train en maillot de bain, là vous les voyez, et donc voilà, transparence. Transparence est importante. Et puis un musée, c'est aussi un centre de conservation et de ressources. Et là, il ne faut pas oublier, comme je suis à Paris, je le redis, qu'il y a ce qu'on appelle des réserves. Des réserves, un centre de documentation qui sont, ces réserves dans un local neuf, dû à une grande architecte marseillaise qui s'appelle Corinne Vezzoni, et qui recèle les ressources, les richesses, les trésors du musée, puisqu'on a 1 million d'objets qui viennent du Musée national des arts et traditions populaires, qui viennent du Musée de l'Homme pour les collections européennes, et puis qui viennent de différentes, et j'en reparlerai, recherches réalisées par des chercheurs, par des ethnologues, par des sociologues, par des historiens, sur le terrain, pour avoir les éléments, la documentation en quelque sorte, la documentation en 2 et 3 dimensions, qui va constituer effectivement, qui va nous permettre d'exposer, de montrer ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, c'est-à-dire les dynamiques sociales de cette, de cette région du monde. Alors je rentre tout de suite dans le sujet de l'exposition, au fond par la fin. Alors je vais vous le lire parce que c'est pas sûr que vous arriviez à bien lire. C'est les réactions. On a un magnifique livre d'or qui a déjà presque 100 pages qui sont écrites, où les gens s'interpellent, voire éventuellement s'insultent, voire éventuellement nous insultent. Mais je vais lire ce qu'il y a, parce que c'est peut-être, je ne veux pas vous embêter à essayer de lire, mais j'ai pris quelques extraits qui montrent au fond en quoi, me semble-t-il, cette exposition, et là, bon, excusez-moi de faire un peu d'autosatisfaction, cette exposition a atteint un peu son objectif. On m'a dit, oui, ton exposition, c'est une exposition poil à gratter. Voilà. Et j'aime bien ça, parce que ce n'est pas une exposition qui provoque forcément, mais poil à gratter, ça veut dire qui permet de faire en sorte que le public s'interroge sur des choses sur lesquelles il n'a pas forcément envie ou l'habitude de s'interroger, et donc éventuellement d'ouvrir un débat, des réactions, des interactions entre les gens. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir à quel point les gens se parlent. Moi, j'ai assisté presque à des scènes de ménage, je ne sais pas si c'était là, Philippe, où il y avait un type qui disait « c'est affreux, on sort tout de suite, Germaine », et sa femme ne voulait vraiment pas sortir, elle disait « ben non, c'est passionnant, je veux rester ». « non, on sort, c'est affreux, c'est ça. » Bon, voilà, alors donc c'est pour ça que je vous donne ces réactions. Voilà, celle-là, c'est au risque d'être traité de vieux con, c'est purement scandaleux de faire du genre un modèle de société future. Payer pour voir de telles inepties, c'est une honte. Quels exemples pour notre jeunesse. L'homme est fait pour aimer la femme et vice-versa. Tant mieux. Courage à ceux qui auront des couilles pour défendre cette situation. Et il y a une fille il y a un type qui, alors je sais pas, il y a quelqu'un qui met au-dessous, j'aime pas les homosexuels, mon mec non plus, quoi. Donc voilà, on a des choses quand même qui sont violentes. Il y en a un qui me dit, je viens de perdre 5 €, donc il a payé que 5 €, c'est le tarif réduit. Ce n'était pas un bazar, mais plutôt un fourre-tout. Je suis obligé du manque de sens et d'intérêt. Mais il y en a une autre dessous qui met original, génial, super de parler, de montrer tous ces petits détails du quotidien, quitte à choquer quelques réacs. Donc alors voilà, les gens s'interpellent comme ça, c'est assez marrant. Josette, elle dit, j'aime beaucoup ce mélange de réalité dramatique, de monstruosité drôle, d'accessoires burlesques, de faits historiques. Voilà. Si tous les jeunes de 12-16 ans voyaient cette expo, ils se respecteraient un peu plus, il y aurait moins d'intolérance et de viol. Bon, voilà. Une bonne exposition qui jette à nouveau un pavé dans la mare. La France n'est réellement pas prête à voir ça, malheureusement, vu le nombre de commentaires. Alors voilà, ils se répondent. Vu le nombre de commentaires honteux que l'on entend durant la visite. Honte à vous. Oh, les yeux de votre piètre vie n'est pas une généralité. Acceptez les autres sans les juger.
Voilà. Bon, des choses comme ça qui sont intéressantes. Il est agréable de constater que Courbet peut cohabiter avec des œuvres bien plus contemporaines. Donc ça, c'est vraiment aussi un des principes de l'exposition, c'est de faire cohabiter des choses qui n'ont pas l'habitude de cohabiter. Et c'est bon, ce petit choc qui nous intéressait évidemment dans la scéno, j'en reparlerai. Alors là, il y a quelqu'un qui est plus critique. Ce n'est pas rendre service à l'homosexualité, aux préjugés dont elle fait l'objet, que de faire dévier la théorie du genre, toujours la théorie du genre, vers la dénaturalisation du sexe. Un peu d'humilité envers ce qui est donné, entre guillemets, et contre lequel aucune volonté de changement ne peut œuvrer sans détruire l'humanité dans l'homme et la femme. Et puis il y a Amélie, 15 ans, qui m'a touché, parce que 15 ans, bon, c'est quand même jeune pour voir des expositions, et elle réagit quand même, elle écrit dans le livre d'or, c'est pas un acte aussi naturel que ça. Super exposition, très enrichissante, elle apporte un regard critique et souvent vrai sur notre temps, elle est témoin d'une évolution de notre société, et pourtant il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Moi, ayant certains problèmes à être ouvert avec plusieurs personnes pour cause de leurs origines, je tiens à dire que je suis dans cette expo plus ouvert, plus mûr. Voilà, ça c'est... Voilà, je pense que le mariage pour tous ne doit pas être légalisé. Bon, ça revient de temps en temps. Par contre, merci pour la visibilité des homos, lesbiennes, trans. Et il y en a un qui lui dit ta gueule et l'autre trop tard. Alors, il y en a un qui dit, alors celui-là il est dur, rarement vu une connerie pareille, il faut être taré ou très sourd pour s'imaginer qu'il y a dans les poubelles un développement intellectuel qui... pauvres cons qui ont imaginé de telles expositions. On se fait insulter, puis il y en a un autre qui répond, c'est qui dit, qui est. Merci pour la très bonne pédagogie. Que de merveilles, le muséum est une réussite, mais cette exposition est une honte, que d'horreur, de monstruosité donnée en exemple, la domination de l'homme, de la femme par l'homme, bon, vous viendrez juger, est une aberration idéologique marxiste, que vous propagez allègrement. Je déconseillerais vivement cette exposition autour de moi. Il est professeur dans un lycée parisien. Et puis la dernière que je trouve bon, finalement juste, et puis voilà, j'ai gardé, mais il y en a des centaines. On fera une analyse de ça. Une expo qui provoque les commentaires les plus enthousiastes comme les plus violents, en tout cas qui ne laisse pas de marbre. Donc une exposition utile, et c'est vrai que je pense que c'est l'utilité de ce genre d'exposition, à faire visiter par les lycéens et lycéennes de Marseille, de France, de Navarre et d'ailleurs. Il est long le chemin pour le respect de l'autre, etc. Donc voilà, pour vous donner un petit peu que, bon, 4 mois, quelques centaines de milliers de personnes, et il y a des réactions, elles sont violentes, elles sont attendues, elles ne sont pas, heureusement, trop violentes. Je veux dire, il n'y a pas eu de casseurs, pour l'instant, qui sont venus détruire des œuvres ou taguer les cartels. Il y a quand même des gardiens, il faut dire, hein, dans notre musée. Mais bon, voilà, ça suscite. Alors pourquoi c'est utile parce que nous nous définissons MUSEM comme un musée de société. Et un musée de société, c'est un musée qui donne des clés pour mieux comprendre, pour mieux appréhender, pour mieux approcher, pour mieux vivre le monde dans lequel on vit, tout simplement. Et donc notre boulot, notre job en tant que responsable de ce musée, c'est de donner à voir des choses qui ne sont pas forcément des choses si consensuelles que ça. Voilà. Et il y a des problèmes qui se posent. On voit qu'au niveau du genre, c'était pas évident, même pour moi, d'arracher la décision d'une direction qui ne sait pas très bien. C'est un nouvel établissement. Comment prendre les choses, et qui s'est interrogé sur la nécessité, la difficulté à risquer de mettre de l'huile sur le feu ou des choses comme ça. Voilà, alors le genre, moi quand j'en parle au public, je ne donne pas les définitions les plus contemporaines. Je prends Margaret Mead parce que je trouve que ça, qu'elle dit du genre, c'est quand même tout à fait simple à comprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel. Voilà, c'est un peu ça, pour moi en tout cas, le genre, c'est effectivement ce qu'il y a derrière les apparences et ce qui se construit sans cesse, hein, du fait de notre appartenance évidemment à un sexe biologique. Alors voilà, et puis ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait montrer, c'était ces idées-là, que ce qui se construit dans la relation de genre, c'est des hiérarchies, c'est des formes d'organisation de société, ce sont des valeurs, hein, la féminité, la virilité, et qui sont différentes d'une région à l'autre. Donc c'est ce que je dis toujours, ce qu'on dit toujours, c'est être homme ou femme de sa société.
de sa culture, ou de sa religion. Et c'est peut-être pas la même chose, évidemment, d'être homme ou femme. Il n'y a pas d'universel au plan culturel. Donc c'est ce que veut montrer un musée de société tourné vers la Méditerranée et éventuellement, évidemment, vers l'Europe. Et donc il fallait choisir un propos, parce que vous pouvez imaginer, quand on lit les sommes extraordinaires que nos collègues produisent sur le genre, sur l'histoire des femmes, je pense à ce que fait Michel Perrault et les 4 ou 5 volumes qu'elle a publiés sur l'histoire des femmes avec Georges Duby, on se dit, voilà, on ne peut pas traiter dans 600 mètres carrés de tout ça, de toute cette histoire. Donc il va falloir qu'on prenne un propos, qu'on prenne un point de vue, qu'on choisisse une période historique, un champ historique, pour en parler le plus simplement possible et que les gens à la fois ne s'ennuient pas et puis qu'on ne rate quand même pas l'essentiel. Donc on aurait pu effectivement faire une exposition tout entière centrée sur l'histoire des femmes en Méditerranée, en les reprenant depuis les figures des origines et puis les évolutions qui sont décrites par les historiens. On aurait pu s'interroger, ça on aurait pu le faire si on avait été un musée d'art, sur la manière, ce que fait je crois le musée d'Orsay avec les hommes en ce moment, masculin, de montrer comment l'art, comment la peinture, comment les arts plastiques montrent une évolution, en quelque sorte, de la représentation du masculin ou des féminins, ou des relations entre les hommes et les femmes, pourquoi pas. On aurait pu prendre ce point de vue-là, et donc plutôt une exposition d'art. Non, on a choisi d'être dans le contemporain et de se dire qu'est-ce qui change aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce qui a changé depuis un demi-siècle. Un demi-siècle, c'était 60-2010. Voilà. Et pourquoi 60 ? Parce que 60-70, parce qu'il y a quand même, c'est après 68, ce sont de notre côté, en tout cas de la Méditerranée, les revendications féministes qui s'expriment, elles se sont exprimées depuis longtemps, mais qui s'expriment peut-être encore plus fort qu'avant, et qui vont provoquer, au fond, cette petite révolution démographique dont parle Michel Gauzan dans ses écrits, qui est cette transition démographique due à droit à la contraception, qui va faire que les femmes vont avoir de moins en moins d'enfants, très rapidement, je vous montrerai quelques chiffres, et vont parallèlement se marier de plus en plus tard, ce qui va évidemment entraîner des conséquences fortes dans les relations entre les hommes et les femmes, qu'on peut comprendre. Les femmes vont plus à l'université, sont plus longtemps célibataires, et ça change évidemment les choses. Et donc voilà, et donc on a choisi cinq sujets. 5 sujets qui nous ont paru fondamentaux pour expliquer cette relation de genre aujourd'hui. Donc la liberté pour les femmes de maîtriser leur fécondité, j'en ai parlé. Une plus grande liberté, on ne sait pas très bien d'ailleurs, pour choisir son partenaire. Bon, et au sud de la Méditerranée, on sait qu'on est dans des systèmes d'imposition du conjoint, enfin disons de choix du conjoint relativement orientés vers la famille, vers le groupe, et qui donc évolue, ce qu'on appelle l'homogamie, qui évidemment se transforme. Et alors on va étudier comment ça évolue aujourd'hui. Les possibilités d'afficher sa sexualité qui touchent évidemment à la question de l'homosexualité, le droit de vivre ma différence, et vous verrez que la section qui traite de ça s'appelle « Vivre sa différence », LGBT, vivre sa différence, je veux avoir le droit de vivre ma différence, et on voit que bon, c'est pas aussi évident que ça. La liberté, l'égalité du point de vue politique, du point de vue professionnel, ou du point de vue tout simplement des rôles domestiques, qui sont des revendications féminines importantes et dont il fallait examiner comment elles s'expriment aujourd'hui. Et enfin, ce que j'appelle le rôle de l'individu dans tout ça, qui est de plus en plus important. Hein. On est dans le siècle, le XXe siècle, le siècle de l'expression de l'individualisme est de plus en plus prégnant, et en même temps exprimer son identité par rapport à
un sexe attribué par rapport à un genre. C'est là aussi une forme de négociation permanente avec des modèles sociaux qui s'imposent, et c'est ce dont on va aussi essayer de parler, dont on parle tout le long de l'exposition, mais dont on va essayer plutôt de parler dans une des sections. Alors les thèmes choisis, vous voyez, Mon ventre m'appartient, les changements de la maîtrise, LGBT, là je vais vite, les nouveaux paysages de la rencontre amoureuse qui s'appelle dans l'exposition Mon prince viendra, My Prince Will Come, où on parle justement des sites, du rôle éventuellement des sites de rencontre par Internet dans la rencontre amoureuse, par exemple. Un nouveau paysage, ça peut être ça, c'est pas que ça, mais ça peut être ça. La marche vers l'égalité, et chacun son genre, chacun son style. Alors les mots pour le dire, ben voilà, c'est un peu le making of. Hein. Une exposition, c'est un plat qui nécessite des ingrédients. Et les ingrédients, bon, il faut les choisir, et on a, dans moins de 600 mètres carrés, hein, Patrick, 380 objets. Donc c'est beaucoup d'objets. Et simplement ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une diversité de ces objets. Ces objets sont, contrairement à un musée d'art où on n'aura plus que des œuvres d'art, ou un musée d'histoire où on n'aura que des éléments liés à l'histoire, des témoignages, des traces historiques. Là, j'ai fait le pari, avec toute l'équipe, d'organiser le parcours avec l'idée de ces petites rencontres entre de l'art classique et de l'art contemporain, entre des objets extrêmement quotidiens et au contraire des objets extrêmement rares et précieux. Voilà, donc c'est tout ce travail qui est le travail de construction d'une exposition, d'un parcours. Alors une fois qu'on a le propos, vous avez vu, on a un propos, on a des parties, et puis ensuite on dit qu'est-ce qu'on met là-dedans, comment on le montre, comment on le montre au public. Et comment on le montre au public sans qu'il y ait trop de mots, puisqu'une exposition, c'est pas un livre sur un mur, hein, on répète toujours ça. C'est pas un livre sur un mur, même on est contraint normalement par les services des publics d'avoir des cartels, parce qu'on appelle des textes de salle, de 500 signes. Vous voyez, 500 signes, c'est vraiment très peu. Bon, le texte introductif, on a eu droit à 1000 signes, je crois, 1500. Donc, c'est très peu. Donc, avec toutes ces petites bouts de phrases, ça ne fait pas une exposition, ça ne fait pas un propos. Donc, le propos, il est essentiellement donné par les objets, par les œuvres, et par la relation que le public va avoir à ces œuvres, qui est une relation, je dirais, qui n'est pas intellectuelle, qui est souvent sensible, qui est souvent liée à l'émotion. Et j'aime beaucoup rappeler cette formule de Walter Benjamin, que vous connaissez peut-être, enfin, vous connaissez évidemment Walter Benjamin, mais il a dit, pour une exposition, c'est utiliser des objets ou des œuvres qui vont faire provoquer ce petit choc qui va faire entrer l'histoire dans les mémoires. Et je crois que c'est ça. Une exposition, c'est un ensemble de petits chocs, d'éléments sensibles, qui vont permettre au public, au fond, d'intégrer quelques idées qu'on veut faire passer. Voilà. Donc tout ça pour dire que le langage de l'exposition, c'est pas le langage, évidemment, d'un article ou d'un ouvrage, et c'est tout formidable que ce soit évidemment complété par des ouvrages. Donc voilà, des objets d'art contemporain, on a même fait faire des créations, la fameuse douche sonore, vous verrez ce que c'est. On a commandé à des artistes, comme Didier Faustino qui était notre scénographe, Fred Satal qui est une artiste plasticienne marseillaise, donc ça c'est des choses qu'on a commandées directement à ces artistes pour l'exposition. On a fait faire des films, et puis on a acheté des petits objets, vous verrez lesquels, qui sont parfois des objets que j'ai achetés sur Internet, qui ne sont même pas rentrés dans les collections, mais qui m'ont paru importants. C'est le kit hymen artificiel que vous verrez, ou l'Amfratibelli, ou le Pisse debout, qui sont des objets que j'ai achetés pour l'exposition et qu'on montre, parce qu'ils me paraissaient intéressants, ils nous paraissaient intéressants avec Patrick, et les autres de les montrer là. Donc voilà le type d'objet, je vais aller assez vite pour vous montrer ça, en éteint, oui. Donc voilà, il y a aussi bien des photos de journalistes, des photojournalistes, des affiches, vous verrez beaucoup d'affiches de films. On a beaucoup travaillé avec les affiches du planning familial parce que grâce au planning familial français, on a eu toutes sortes d'affiches tout autour de la Méditerranée
qui parlait de la propagande, enfin de la publicité pour le planning familial dans ces différents pays, donc c'était tout à fait intéressant. On a beaucoup d'affiches, notamment d'affiches politiques, qui sont soit dans nos collections, soit à la bibliothèque Marguerite Durand, soit dans d'autres sites. On a des objets qui viennent du Louvre, comme dans celui-là, il vient du musée d'histoire de Genève, donc des objets anciens, un vase du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui montre une scène qui nous a intéressés pour parler du fantasme de l'homme enceint en montrant Athéna sortant de la tête de Jupiter. On a de Zeus. On a des objets qui ont été achetés sur le marché dans le cadre d'enquêtes collecte. Ça, je vous en reparlerai. On a des objets qui viennent de nos collections. Ce sont des objets que j'appellerais art et tradition populaire, si vous voulez bien. Mais cette femme à 3 seins, en pain, bien conservé, est intéressante. On en parle dans le catalogue. C'est un objet qui est lié justement à des cultes liés à la fécondité et qui sont encore fabriqués aujourd'hui. Voilà un ex-voto que j'avais acheté au Portugal en 2006 à Fatima, qui parle de la maternité. Et puis voilà des objets. Celui-là, il n'y est pas, mais j'aurais tellement voulu le mettre que je le mets dans mon PowerPoint. Vous voyez ce que c'est, hein. Voilà, c'est une ceinture de chasteté énorme qui aurait bien parlé dans l'expo, mais elle était exposée ailleurs à ce moment-là, et c'est assez grand. Je trouvais ça intéressant. Cet objet-là, voilà, un objet d'art contemporain qui est assez fort et très parlant, que vous verrez plus parce qu'on l'a eu 3 mois et il a été repris par le prêteur. Voilà un autre objet que vous verrez dans l'expo par contre. Et puis des œuvres d'artistes contemporaines, là, une artiste serbe qui reprend des modèles traditionnels, des petits proverbes écrits sur des tissus, brodés sur des tissus, et qui les détourne pour contester. Hein. C'est une jeune femme féministe qui dit, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfante, marie-toi. Elle parle des femmes battues, voilà. Donc ça, c'est des objets qu'on peut trouver. Alors la mise en espace, voilà, c'est des équipes qui travaillent avec un scénographe. Le scénographe s'appelle Didier Faustino, et le scénographe, il a dû trouver un principe pour nous créer cet univers à l'intérieur duquel le public va pouvoir visiter l'exposition. Alors il a un espace de 500 mètres carrés, il a une hauteur assez importante, on a une salle de 8 mètres de haut, et il a une liste d'objets. Et puis il a des thèmes. On lui dit, il y a 5 thèmes, il y a tant d'objets, et voilà, maintenant débrouillez-vous. Faites-nous une proposition. Donc Faustino, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, qui est aussi architecte, qui est parisien, réfléchit et se dit, si je veux parler de la confusion du genre, je vais mélanger du X et du Y. Hein, et je vais obtenir cette figure-là, la figure qui est là, qui est une espèce d'X particulier. Et si je juxtapose ces X entre eux, j'obtiens des cellules à 6 côtés, et donc il nous fait une proposition avec un ensemble d'une 30aine de cellules à 6 côtés, qui n'ont pas forcément 6 côtés parce qu'il faut rentrer, mais qui est, voilà, le plan de l'architecte, c'est celui-là, et c'est celui à partir duquel on a travaillé. Donc les 5 sections s'organisent autour d'un centre, qu'on appelle l'échangeur, que vous voyez au milieu. Et c'est une espèce de structure qui ressemble presque à une ville. C'est, disons, un peu déstructuré, c'est un peu brut. Hein, on a dit que c'était un peu brutaliste, non ? Il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce machin, mais ça marche parce que ce n'est plus, au fond, ce que j'aime bien dans l'expo, mais ça, quand vous la verrez, vous me direz, ce n'est plus une sorte d'écrin. Vous voyez, il y a 2 principes de scéno. Et il y a un principe de scéno habituel, c'est de trouver des écrins, des jolies choses, comme ça, des boîtes, avec des beaux matériaux, à l'intérieur desquels on va pouvoir mettre l'objet et qui va permettre de mieux voir l'objet, en tout cas de le valoriser. Hein. Lui, il ne part pas du principe qu'on valorise l'objet. Il part du principe qu'on met en valeur un parcours et donc une espèce de circulation. Et l'idée, c'était éventuellement que le public puisse, le cas échéant, se perdre dans l'exposition, au sens je me perds, je ne sais plus très bien qui je suis, au fond. Au bout du compte, je me retrouve, heureusement. Mais l'idée, c'était ça. Je ne sais plus très bien qui je suis, parce que j'ai une foule d'informations ou d'images
qui m'apparaissent, et ça montre la diversité, en quelque sorte, de l'expression du genre dans notre monde méditerranéen. Alors voilà le fameux échangeur, ça je vous donne 3 ou 4 images simplement de la structure de l'exposition, donc vous voyez, ça fait un peu brut de décoffrage, mais comme il y a beaucoup de monde, ça paraît au contraire très habité. Là au milieu, vous avez alors vous la voyez mal, mais c'est une œuvre de Philippe Ramette, et ça s'appelle Le fauteuil à coup de foudre. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. il y a une espèce de paratonnerre au milieu. Voilà, donc j'ai laissé des petits dépliants que le public peut avoir, et dans ce dépliant, on a le plan d'exposition où on fait une proposition de parcours. Bon, ça vient après coup. On leur dit il vaut mieux commencer par là, donc par la première partie qui s'appelle Mon ventre m'appartient. Donc vous aviez vu que chacune des sections ressemblait un peu à des slogans ou à des injonctions, ou à des demandes, ou à des désirs. Et pourquoi ? Parce que, au fond, si ça change dans l'ordre des sexes, comme je répète toujours, c'est parce qu'au départ, il y a eu des gens qui ont voulu que ça change, des militants. Des militantes féministes d'abord, et puis des militants des causes des minorités sexuelles ensuite. Et quand vous viendrez, vous verrez qu'au départ, dans la première section, on a des images de manifestations on a des images de manifestations qui sont une espèce d'immersion dans des manifs diverses, des gay pride, des manifs anciennes, plus contemporaines, où on essaie de faire prendre conscience au public que tout démarre avec ces mouvements sociaux qui sont importants, et que sinon, s'il n'y avait pas eu ces mouvements sociaux, ça n'aurait peut-être pas bougé de la même manière, bien entendu. Voilà, donc ça c'est l'entrée d'exposition. Donc j'ai détaché les 1500 signes qui me permettent de dire ce que c'est que le genre. C'est un exercice qui a été compliqué, hein. J'avais soumis ça à Michel Boson, mais voilà, il fallait quand même en quelques lignes essayer de dire ce qu'on voulait dire, quoi, hein, et ce dont parlait l'exposition. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens comprennent tout de suite. D'abord, il faut savoir que les gens ne lisent pas toujours, et même je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui lisent vraiment les textes qu'on leur donne. Donc voilà la première partie. Donc je vais aller assez vite sur les parties, puisque je vais essayer de regarder ma montre, où il est déjà 3 heures, et j'ai plus que 25 minutes, et puis ensuite on posera des questions. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est alors là, c'est très rare, heureusement, qu'on mette des courbes démographiques dans les expositions. Rassurez-vous, il n'y en a qu'une. Mais elle nous a semblé importante. Elle a été travaillée avec Michel Boson. Là, vous ne la voyez pas très clairement, hein, mais elle dit simplement qu'entre 1970 et 2010, eh bien, par exemple, en Algérie, on avait 7 enfants en moyenne par femme. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 et quelques, même pas 2,2, un truc comme ça. Quand en Égypte, ensuite, on avait à cette époque-là 6 enfants par femme, on n'en a plus que 2,5, etc. Donc, et on montre ça, voilà, tout simplement. Et je crois que les gens, alors peut-être vous êtes habitués à ça, mais la plupart des gens s'y attendent pas. Ils disent ah oui, je croyais que les femmes avaient encore énormément d'enfants de l'autre côté de la Méditerranée. Donc vous voyez, une première surprise. Et du coup, ça me permet alors de montrer pourquoi, bon, les plannings familiales qui sont au fond, et puis comment ça s'accompagne, et ça s'accompagne notamment d'une augmentation de l'âge au mariage, notamment dans tous ces pays, puisque on se marie à 20 ans dans les années 60-70 en Algérie, on se marie, en moyenne bien sûr, on se marie à 32 aujourd'hui, à 33 en France, on se marie à 33 en Italie, etc. Donc la question que je pose ensuite, c'est, alors il y a des affiches qui sont montrées, il y a des objets du fonds Pierre Simon qui viennent d'Angers, qui sont des objets liés à la contraception, et qui sont tout à fait originaux, et qu'en tout cas je crois qu'on n'a pas tellement vu dans des expositions. Et ça me permet de passer tout de suite à une section complexe, qui est la section qui est associée à la question de la virginité. Parce que ce que je dis, ce que nous disons, c'est que si effectivement les femmes se marient plus tard, qu'est-ce qui se passe du point de vue de la sexualité ? Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'acceptation ou non d'une certaine
liberté sexuelle des jeunes filles non mariées, enfin les filles non mariées dans les différents pays de la Méditerranée. Donc on sait qu'il y a un espèce de tabou de la virginité, et qui est pas seulement évidemment de l'autre côté de la Méditerranée. On a un film italien de Pasolini qui en parle aussi dans les années 60. Il y a des tas de gens qui vous disent oui, la virginité c'est fondamental. Il y a des hommes qui disent mais moi je ne prends pas une femme, je n'aurais pas pris une femme, ma femme, si elle n'avait pas été vierge au mariage évidemment. Et donc c'est là que on a un certain nombre d'œuvres, je ne les montre pas toutes, et qu'on a, quelque chose, une page d'accueil d'un site qui propose des opérations d'hyménoplastie, ce qu'on voit en haut. Bon, donc pas s'il faut parler d'hyménoplastie. C'est une manière de gérer en quelque sorte cette question, de cette injonction à la virginité dans ces pays. Il y a un certificat de virginité au-dessous, qui est vierge lui-même, qui est intéressant. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle l'Hymen National, qui est fait par un Tunisien, où on interviewe des médecins à qui les femmes demandent de faire ces certificats et qui disent pourquoi ils le font, pourquoi ils ne le font pas. Et c'est tout à fait intéressant. Ça, c'est pas dans l'expo, c'est à côté de l'expo, dans la programmation. Et puis dessous, il y a ce petit objet qui est celui-là, qui est un truc que j'ai acheté sur Internet, 10 €, et qui vient de Hong Kong, et qui s'appelle un kit hymen artificiel, et qui nous a intéressés parce qu'il suscite un débat dans les pays concernés, puisque certaines autorités religieuses, notamment en Égypte, avaient interdit sa diffusion, sa commercialisation. Donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'acheter facilement, parce que moi je l'ai acheté facilement. Et bon, voilà, ça témoigne, je veux dire, c'est anecdotique d'une certaine manière, et en même temps, parce que ce n'est pas un objet qui est sans doute très utilisé, et en même temps, ça me permet de provoquer une réflexion, tout simplement auprès du public. Ce n'est pas pour dire que ça, c'est utilisé par tout le monde, ce n'est pas mon problème. C'est pour dire, bah, tiens, il y a ce petit objet, à quoi vous fait-il penser? Il vous fait penser au drap taché de sang, qu'il fallait exhiber, où on racontait qu'il fallait mettre du sang de, je sais pas quoi, de pigeon, de poulet. Voilà. Donc toutes ces histoires qu'on racontait sur la preuve de la virginité, elles se traduisent dans un objet contemporain, mondialisé, made in Japan, venant de Hong Kong, avec une notice en chinois, et qui arrive chez moi à Marseille. Voilà. Alors ensuite, on passe à un autre sujet hard, parce que la virginité, c'est pas facile. Et un autre sujet hard, comment parler des crimes d'honneur, parce que finalement, il y a encore des femmes qui sont tuées parce qu'elles ont, ou amenées à se suicider, parce qu'elles auraient déshonoré la famille. Et donc là, le procédé qu'on a utilisé, c'est de demander à des journalistes de RFI, on a sélectionné nous-mêmes des nouvelles, des petites annonces, des nouvelles de radio diffusées de ces faits, je ne peux pas dire des faits divers, mais ces faits, ces crimes, et ils sont racontés par des journalistes comme si on les entendait à la radio au petit déjeuner. Et à côté de ça, on a une œuvre d'art contemporain d'Annette Messager qui énumère des proverbes misogynes en broderie, et qui sont assez amusants parce qu'elle mêle à la fois des choses misogynes, donc c'est une femme quand même féministe, mais elle le fait en broderie pour reprendre un art féminin. Voilà, dans la même section, on a quelque chose quand même sur la maternité. Ça me permet de vous parler de la manière d'obtenir un certain nombre d'objets quand on fait une exposition de ce type. Et on va parler de différentes choses dans cette section, et on va surtout parler, on va dire, effectivement avoir... on n'a plus que 1, 2, 3 enfants en Méditerranée en général. Cependant, être mère, c'est important. Cependant, être mère, c'est important dans tout le pourtour de la Méditerranée. Et ça remonte évidemment à des figures, des figures extrêmement anciennes que l'on va montrer dans une vitrine. Mais en même temps, quand on ne peut pas avoir d'enfant, quand on a un enfant, quand on souhaite qu'il soit
en meilleure santé. Alors évidemment, on s'adresse à la médecine, mais aussi on continue à observer un certain nombre de pratiques liées à la religion, qui sont notamment des cultes ou des pèlerinages dans lesquels des femmes vont aller demander une grâce, notamment d'avoir un enfant, avec des ex-voto, donc ça se fait toujours. Donc ce qu'on voulait montrer, c'est effectivement la récurrence et la permanence, la présence en tout cas, dans le monde méditerranéen, de ces pratiques-là. Et c'est la raison pour laquelle, là, c'est une spécificité d'un musée comme le nôtre, on a envoyé un chercheur, Manuel Pénicaud, spécialiste de ces questions de religion, qui est allé observer 5 sites particuliers autour de la Méditerranée, un site à Essaouira, donc lié à un culte musulman, les Regraga, un site à Éphèse qui est le sanctuaire de la Vierge d'Éphèse, un site en Bulgarie, à Bakovo, à Naples et à Marseille. Donc il a rapporté de ces enquêtes des objets, des images, des films, et en particulier ces éléments que vous voyez sur la gauche de l'image, qui sont ce mur de vœux, qu'on a reconstitué, qu'il a reconstitué, à partir de ce site, qui est lui-même le mur de vœux original qui existe évidemment, sur lequel donc, les femmes, la plupart du temps ce sont des femmes, mais ça peut être des mecs aussi, des hommes, accrochent des vœux, alors ce n'est pas seulement des vœux de fécondité, hein, bien entendu, à la Vierge, font des demandes à la Vierge, et comme ces demandes, elles sont très importantes, vous voyez, elles couvrent déjà tout ce mur, que donc les pères franciscains qui gèrent ce site ont besoin de s'en débarrasser régulièrement, il les jette, et donc là il a dit, plutôt que de les jeter, je les apporte dans ma valise, il les a ramenés au musée, et il les a installés. Donc vous voyez qu'on a un objet un peu particulier, là, qui est à la fois un objet qui est à la fois authentique, transposé, et qui n'est pas volé. C'est important. Voilà, et il est allé en dessous, c'est à Naples, il y a une... Santa Francisca des Cinque Piagge, des 5 plaies, qui est une sainte particulièrement spécialisée dans les questions de maternité. Vous voyez qu'elle reçoit à la fois des petits ex-voto comme ceux qui sont derrière elle, qui sont des ex-voto en métal qu'on achète dans le commerce, qui représentent des poupons, et puis des ex-voto plus contemporains, qui sont toute cette layette, toutes ces petites choses qu'on voit derrière, qui sont, voilà. Et donc il y a aussi, alors pour vous parler encore de principes muséographiques, dans cette même section, une vitrine qu'on a appelée le petit panthéon de la maternité, de la mère méditerranéenne, où on va avoir mélangé allègrement, alors ça peut choquer, des objets d'art populaire, comme je vous en ai montré tout à l'heure, des objets de collection de musées d'histoire. On a des statuettes, on a le dieu Bès, qui est un dieu, une divinité égyptienne, on a une petite Déméter qui est... Voilà, on a Artémis, etc. Et puis de l'art contemporain, avec en bas cette Nature Studies qui vient du musée de Sèvres, qui est une œuvre de Louise Bourgeois, qui aussi symbolise en quelque sorte une espèce de fécondité, si je puis dire, débridée, et de sexualité débridée. Voilà, un objet très contemporain, puisqu'il nous a été rapporté en 2012, qu'on voit dans la vitrine, vous voyez, en haut, donc qui nécessite parfois une explication, qui est la manière dont des femmes vont pouvoir demander plutôt d'avoir un garçon ou une fille, mais enfin bon, comment ces ex-voto, qui sont ces vases, bon, c'est pas beau, on m'a dit c'est moche, mais c'est intéressant, parce que justement, vous voyez, ces vases, ils ont des attributs mâles ou des attributs femelles, selon que l'on veut demander au saint en question, ou à la sainte en question, d'avoir un garçon ou une fille. Voilà ce qu'on peut montrer dans ce genre de musée. Et de l'art contemporain, cette œuvre est partie parce qu'elle est restée 3 mois et qu'au bout de 3 mois, les musées les reprennent. Donc elle venait du musée d'art contemporain de Nice. C'est Louise Bourgeois et c'était un objet intéressant pour nous parce que ça me permettait évidemment de dire qu'est-ce que veut dire Louise Bourgeois, c'est facile à dire.
Nana boule sans tête. Nana boule sans tête, c'est les femmes ont soit un ventre, hein, mais tu n'as pas besoin d'avoir une tête. Tu n'as pas besoin de penser. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Alors ça, c'est la deuxième partie où on peut faire appel effectivement à des choses qui vous paraissent banales, mais ça dépend comment on les met en scène, qui sont des publicités contemporaines. Alors là, il y a une vingtaine d'affiches de ce type qui montrent aussi des évolutions. Pourquoi l'homme il faut répartir le travail entre les garçons et les filles. C'est une injonction, ça ne veut pas dire que ça se passe entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire que ça se passe dans la réalité, mais il y a des États, c'est l'État espagnol qui propose qu'on s'intéresse à ces questions-là. On pose aussi la question de l'égalité à partir du sport. Et le sport, qu'est-ce que ça veut dire quand les femmes accèdent à des sports qui sont des activités sportives qui sont jusque-là considérées comme plutôt masculines. Alors je pense à la boxe, hein, on a pas mal de choses et d'images sur la boxe féminine, qui est une activité récente. Elle a été autorisée, je crois qu'en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres, aux Jeux Olympiques. Elle est un peu plus ancienne en tant que championnat du monde. Donc voilà, ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des différences dans la pratique? Et là, un collègue, Christian Bomberger, pour ceux qui connaissent, de Marseille, qui travaille sur l'Iran, m'a fait rapporter une tenue de l'équipe de foot d'Iran. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait la Méditerranée, c'est pas loin. Parce que ça m'a permis de montrer à la fois que les femmes font du football, bon, très bien, elles en font bien, elles ont des championnats, etc., mais les conditions pour les faire ne sont pas forcément exactement les mêmes, puisqu'il y a cette imposition, là en l'occurrence du voile, hein, qui apparaît là. Donc là, je me suis amusé à le prendre avec une jeune femme voilée qui passait. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle en pensait, mais bon, il y a pas mal de jeunes femmes voilées qui viennent, a l'air d'être choqué. Voilà, alors ça c'est une partie qui est chère à Florence. C'est l'apprentissage des rôles. Alors l'apprentissage des rôles, on va le traiter d'une façon un peu naturelle et évidente en utilisant des jouets masculins, des jouets féminins. Effectivement, il y a un apprentissage dès le plus jeune âge. Les filles jouent à la poupée, les garçons jouent à autre chose, à la guerre. Voilà, et ça on le montre comme ça avec Patrick s'est bien amusé à faire cette vitrine. Et puis on dit, et ce que je voulais dire, mais c'est pas aussi évident que ça, et aujourd'hui c'est contesté. C'est ce qu'on appelle la genrisation des rôles est contestée par des groupes féministes qui contestent ça, par ce type d'affichette qu'on a donc récupéré et qu'on a mis là, en particulier celle de gauche, peut-être celle de droite, elle dit un peu autre chose. Voilà, et puis voilà. Donc on a une dizaine, 8 je crois, de ces affichettes qui montrent que aujourd'hui, ça bouge. Ce qui bouge, c'est pas tellement les jouets, parce que les jouets c'est toujours les mêmes, mais qu'il y a des gens qui disent non, halte là, et donc il y a cette fameuse polémique aujourd'hui dans l'éducation nationale sur la manière de traiter la différence des sexes dans les écoles, qui est évidemment importante. Voilà, quelques objets. Alors la troisième partie, qui était la partie un peu peut-être la plus chaude a priori, mais c'est pas forcément évident, c'est la partie évidemment sur l'homosexualité. Et là, il y a deux parties, qui sont vraiment deux parties. Il y a une partie un peu optimiste, qui dit « En marche vers la reconnaissance ». En marche vers la reconnaissance, c'est tout le travail qu'on a fait, notamment à partir de ce qu'on appelle la campagne SIDA, qui nous a permis de récupérer 15 000 objets liés au SIDA, et beaucoup de collections liées justement à cette volonté, à partir de là, d'une certaine reconnaissance des minorités sexuelles, des homosexuels, dans la société. Et donc c'est la raison pour laquelle on a dans cette partie-là des costumes de Gay Pride, ça ne vous étonnera pas, ou même un costume d'une sœur de la perpétuelle indulgence, qui sont des militants de la cause homosexuelle, qui sont assez particuliers et spectaculaires. Bon, alors ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, elle s'appelle « L'homophobie n'est pas encore vaincue ».
parce que, effectivement, malgré le mariage pour tous, par exemple, en France, ou de Pax, ou de différentes choses, ou la diffusion des gay pride, on s'aperçoit que l'homophobie perdure, persiste dans beaucoup de pays et chez nous, pas dans tous les pays de la Méditerranée. Dans tous les pays de la Méditerranée, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire que l'homophobie n'est pas une spécialité du Sud. C'est pas évident, parce que si on regarde des cartes, je vous montrerai quelques cartes, et on en montre quand même une, et on a eu du mal à la faire, c'est qu'on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de rupture. D'un côté, on est très tolérant, et de l'autre, on est au contraire très répressif. C'est vrai qu'il y a des lois en Tunisie, il y a des lois au Maroc, il y a des lois en Libye qui condamnent l'homosexualité. On est même puni de la peine de mort en Iran ou en Arabie Saoudite. Il faut le dire. Et en même temps, c'est pas parce qu'il y a le mariage pour tous que l'homophobie n'est pas encore vaincue. Donc ça, il fallait en parler. On a obtenu, et j'en suis ravi, pour la durée de l'exposition, une œuvre qui va manquer aux Parisiens, qui est Le Sommeil de Courbet, qui vient du Petit Palais, et qui est une œuvre assez intéressante parce qu'on la présente en face d'une autre œuvre, là je ne montre pas, de Nan Goldin, qui montre une autre version de cette brune et cette blonde enlacée, mais une version contemporaine. Donc un regard d'une femme sur une certaine homosexualité féminine et un regard d'homme, et une espèce de peinture de cabinet, si je puis dire, qui permet plutôt, qui insisterait sur une forme d'érotisme. Hein. Donc voilà. Et puis on a sur la droite, à la place de Pierre et Gilles, qui est resté longtemps, mais qui est retourné dans sa maison, c'est-à-dire au centre européen de la photographie, ici à Paris. On a le fameux Baiser de Marseille, qui est quelque chose qui a fait un peu le tour des blogs là, pendant un certain temps, qui étaient deux jeunes filles qui se sont amusées à provoquer une manif pour tous, ça s'appelle Manif pour tous, voilà, en s'embrassant. Alors donc voilà, c'était un peu... Bon, ce sont des jeunes filles qui se sont un peu amusées, mais le photographe a fait une jolie photo, donc on la montre pour parler du mariage pour tous, tout simplement. Voilà comment on peut parler avec nos collections, ou ce qu'on va trouver sur Internet aussi. Hein. Voilà ce qu'on a plus, mais voilà une tenue. Voilà les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Voilà la carte légalisation d'homosexualité qu'on a mis à jour en mai 2013 pour pouvoir mettre la France aussi rose que l'Espagne. Voilà. Donc, et que la Belgique et les Pays-Bas. Donc les autres pays étant un peu plus rose clair, vous voyez, mais il y a des pays tout noirs. Et donc voilà, c'est un problème aussi, ne pas opposer non plus. Donc il faut arriver à expliquer qu'il y a des nuances dans tout ça et que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça passe pas forcément très bien. Voilà, et puis un élément de scénographie, alors un peu original et compliqué d'ailleurs à gérer, mais qui m'amuse bien, qui s'appelle La douche d'insultes homophobes, où on a fait faire par une radio locale des enregistrements d'insultes homophobes, donc en différentes langues qui sont parlées à Marseille, en français évidemment, et puis en italien, en arabe. Et mon propos, et il n'est pas forcément compris, les gens en rigolent, mais c'est de dire aux gens, et surtout aux jeunes, les insultes quotidiennes sont souvent à connotation homophobe, et on s'en rend plus vraiment compte. Non ? D'accord ? Et bon, c'était ça l'idée. Alors, je ne sais pas ce qu'il en ressort. Les gens disent chouette, la douche homophobe, on en a bien rigolé. Mais voilà, bon, enfin, c'est quelque chose en tout cas qui marche. Hein. Les gens y viennent, ils rentrent, s'amusent en général. Voilà, en quatrième section, My Prince Will Come. Donc, on voulait avoir la musique, mais finalement, il y a trop de musique. Les sites internet, donc le thème principal, même si ce n'est pas le seul qui soit évoqué là-dedans, c'est comment, au fond, cette multiplication des sites dont parle une sociologue dans le catalogue, qui s'appelle Marie Bergstrom,
qui nous explique qu'il y a 1200, hein, et encore à l'époque où elle a fait sa thèse, mais il y en a peut-être encore plus aujourd'hui, sites possibles, hein, pour trouver un partenaire, pour trouver un conjoint, et que ces sites ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait croire au départ. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, grâce à Internet, je peux m'ouvrir à l'ensemble des hommes ou des femmes du monde, hein, et choisir en fonction de mes propres attirances, disons personnelles. Et puis on se rend compte qu'au fond, ces sites se spécialisent, sont spécialisés, voire sont spécialisés dans une communauté particulière. Donc, d'une certaine manière, il y a une espèce, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais on en discutera après avec Michel si ça vous intéresse, mais une espèce de retour ou de transformation d'une sorte d'homogamie, hein, donc de se marier entre soi, du fait de ces nouvelles pratiques. Alors même si ces pratiques ne sont pas forcément les pratiques de tout le monde, puisque c'est quoi, une vingtaine de pourcents des gens se sont rencontrés grâce à ça, hein, c'est ça ? 20%, 10%, 5%, 1%. Ça dépend si c'est des partenaires sexuels ou des conjoints. D'accord. Les conjoints, ça serait plutôt 2%. D'accord. Et les partenaires sexuels ? 5-6%. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça on parle de ça grâce à un petit film, un extrait de film qui s'appelle Petits arrangements avec l'amour, qui est un film de 2012-2013, qui est assez intéressant et parlant pour ces questions-là. Alors pour la petite histoire, nous avions prévu de mettre de mettre une vingtaine d'écrans avec les pages d'accueil des sites de rencontres, parce qu'on trouvait que ça c'était plus simple et que c'était vraiment parlant, et ça s'est révélé strictement impossible d'un point de vue juridique, puisqu'il aurait fallu demander les droits à tous les détenteurs de ces sites qui sont parfois assez difficiles à localiser, et en plus à toutes les personnes, tous les individus, les photos donc, dont les photos apparaissent sur le site. Et donc on a renoncé, on a pris un espèce de subterfuge qui a consisté à utiliser ce film qui lui-même montre ces images, mais du coup c'est la responsabilité de la personne qui a fait le film et plus de la nôtre. Voilà, bon, ça c'est ce qu'on aurait pu montrer, mais on ne le montre pas. Alors on avait repéré ça, et puis il y a des choses intéressantes que raconte Marie Bergström dans son texte, sur lequel on pourra revenir, qui sont justement l'image, hein, l'imaginaire que véhiculent les pages d'accueil, qui sont tout à fait symptomatiques, et les différences qu'il y a entre des sites qui sont plutôt des sites diffusés au sud de la Méditerranée qu'au nord. Voilà, on peut parler aussi des nouveaux langages, des nouvelles modalités de montrer son appartenance, son statut, donc son statut matrimonial, ou son statut tout court, d'une part avec le recours à nos collections, des coiffes, hein, des coiffes qui disent « je suis célibataire » ou « je suis marié », et puis des t-shirts aujourd'hui qu'on peut aussi acheter, qui sont d'ailleurs beaucoup plus clairs, hein, beaucoup plus faciles, on peut le mettre dans des langues différentes pour dire ça y est, ou alors il y a des petits bracelets aussi qu'on montre, je ne les montre pas, qui codifient en quelque sorte, parce que c'est pour les boîtes de nuit. Les plus jeunes de cette salle savent sûrement de quoi je parle, et qui disent je suis complètement libre ou à moitié libre, etc. Alors, chacun son genre, chacun son style, on est dans la dernière section, et là il fallait consacrer quelque chose à une question délicate, qui est la question du voile. Alors on aurait pu aborder la question du voile dans la section, alors on en s'est beaucoup discuté sur ce thème-là, où mettre le voile, y compris dans l'expo et dans le catalogue. Parce que le voile a trait effectivement à un problème d'égalité, il me semble, de séparation homme-femme et d'injonction d'un pouvoir patriarcal, d'une part, mais il est aussi décrit, interprété par des protagonistes, par les jeunes femmes, les femmes qui portent le voile, comme un choix individuel, un choix d'exprimer une identité qui leur est personnelle. C'est ma personnalité, c'est moi qui décide que personne ne m'impose ça,
Et au fond, je m'impose pas le voile, je l'impose à mes proches. Et donc il fallait montrer qu'il y avait cette espèce d'ambiguïté, en quelque sorte, dans les motivations du voile islamique. Et c'est pas simple, parce que effectivement, tout est possible. Les seules affiches que je me sois fait taguer par des gens, c'est justement celle-là, parce qu'on disait... il y a plusieurs types de motivations. Il peut y avoir une motivation strictement religieuse, il y a une motivation plutôt identitaire, et puis il y a aussi le poids de la tradition. En gros, c'est ce qu'on dit. Et on m'a dit n'importe quoi. N'importe quoi, c'était une personne qui disait « Mais non, c'est toujours une imposition de la religion, c'est un système oppressif, en quelque sorte. » Bon, donc voilà, il fallait laisser un petit peu place au débat dans cette affaire-là, et donc on a utilisé différentes choses. Alors voilà comment on l'a exprimé. C'était compliqué, j'ai refait 3 ou 4 fois ce cartel. Bon, d'abord dire que le voile, il n'est pas seulement islamique, et on montre des voiles chrétiens qui viennent de Malte, ou qui viennent de Bulgarie, ou de Grèce. Bon, ça c'est évident. Ensuite, dire que les motivations, évidemment, sont relativement différentes, parfois contradictoires. Il n'y a pas que la pudeur, il n'y a pas que la société, il y a aussi des affirmations identitaires. Alors, puis on peut vous répondre, justement, comme certains sociologues, que le fait de porter le voile, paradoxalement, permet aux femmes, justement, de prendre la parole dans l'espace public. Alors c'est un peu paradoxal parce que il faut qu'elle porte le voile pour être dans l'espace public, mais le fait qu'elle puisse aller dans l'espace public leur permet justement d'avoir un discours politique et un poids plus politique. C'est ce que décrit par exemple Mohamed Kérou dans un livre sur le voile en Tunisie, et qui est un livre récent. Bon, je pense aussi à Nilüfer Göle, notre collègue de l'école des études, qui a écrit Musulmane et moderne, et qui a à peu près cette position, si je me souviens, et qui dit le voile et modernité, ça peut s'accorder dans la mesure où c'est effectivement un élément de la présence des femmes, une possibilité plus grande pour les femmes d'être dans l'espace public. Alors parmi les objets un petit peu poil à gratter qu'on a mis, il y a, alors j'ai pas pu le mettre, on n'a pas pu le mettre on a essayé, mais on n'a pas pu. Cet objet-là, qui est un burkini. Un burkini, c'est la contraction de burqa et de bikini. Ça a été acheté en Bosnie, donc un pays où les jeunes femmes peuvent se voiler, évidemment, pays musulmans, et c'est assez diffusé. Ça a été inventé, alors c'est intéressant, une sorte de mondialisation, là, ça a été inventé par une musulmane australienne, voilà, et voilà, alors on le montre, je ne sais pas si vous le voyez bien sur l'image, mais on le montre en entier, mais ça n'a pas un grand intérêt. Si on le montrait, on s'en est rendu compte avec Patrick, si on le montrait en totalité sur un mannequin, on avait l'impression qu'on montrait un truc de jogging, quoi. Donc au fond, les gens ne comprenaient pas que c'est un truc pour aller se baigner. Parce qu'au fond, voilà, ça pourrait servir pour le jogging, c'est comme un grand kawaii, quoi. Un kawaii complet, donc avec le... Voilà. Donc ça, c'est un des objets qu'on montre. Donc on a un travail fait par une ethnologue qui a travaillé sur le voile à Sarajevo, qui a interviewé des jeunes femmes, ou des femmes plus âgées, et qui a fait des photos et qui nous montre la diversité justement des motivations de ces filles, sauf que là, par contre, on est un peu dans le livre collé au mur. Il faut se coller au mur à la Simès pendant un certain temps pour tout lire. C'est pas évident. Voilà les photos qu'elle a données. Et puis, on a donné la parole, d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas tout à fait le mot, à des artistes contemporains qui ont différentes manières de montrer le voile. Alors, il y a Hassan Hadjadj sur la droite, qui est un Marocain, et qui nous montre, j'appelle ça le voile fashion, un voile lié à la mode, à la mondialisation des modèles. Il y a des marques, là on ne voit pas, mais il y a des marques sur les voiles, il y a Puma, il y a des choses comme ça, il peut y avoir Nike, je ne sais pas quoi. Et ces femmes, on les voit mal là, peut-être on les verra ailleurs, elles font de la moto, etc. Donc il veut dire, voilà, il y a une espèce de paradoxe du voile, il y a une forme d'enfermement, mais il y a aussi, pourquoi pas, un accès à la mode, un accès à la modernité, etc. À gauche,
Alors c'est un truc qui est très intéressant parce que bon, je ne m'attendais pas du tout à ce que le public soit aussi scotché sur cette affaire-là. C'est Nibar Guresh, donc c'est une artiste turque, qui est là dans une vidéo et qui se dévoile. Et qui enlève, mais alors ça dure au moins 3 minutes, des couches de voile. Et il y en a toujours, on ne voit jamais sa tête, jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle dit j'enlève ma grand-mère, j'enlève ma tante, etc. Elle enlève tout le poids, en quelque sorte, des cultures qui sont derrière elle. Et les gens sont là fascinés, et à la fin, hop, on voit une jeune fille qui émerge, dévoilée, avec ses cheveux. Voilà. Et c'est une œuvre qui marche formidablement bien. Sur la droite, il y avait la droite du panneau qui est là. Il y avait l'œuvre que vous avez vue tout à l'heure, où on voit la statue de la liberté voilée, et dans ce qui permettait d'avoir deux versions, deux visions assez contrastées de cette affaire sur le voile. Alors, j'en viens, et j'en terminerai presque là, par cette grande affaire des vierges jurées d'Albanie. Alors, ce n'est pas une grande affaire, parce qu'au fond, c'est une petite affaire, il y a très peu, il en reste très peu, c'est quelque chose qui était important en Albanie récemment, mais aujourd'hui, on dit c'est les dernières vierges jurées. Donc. Mais c'est un exemple anthropologique, c'est un exemple qui n'est pas très connu, et c'est un exemple qui, moi, me permet à un public qui ne comprend pas ce que c'est que le genre, de lui dire voilà ce que c'est que le genre. Pourquoi ? Parce que les vierges jurées d'Albanie, on va les voir là, enfin celle-là, qui a été photographiée par un photographe, dont on montre les photos, on montre un petit film aussi, c'est quoi ? C'est la société qui dit à une jeune fille « Tu seras un homme, ma fille ». Or, tout le monde pense que dans l'affaire de changement de genre, c'est un choix individuel. J'ai des problèmes avec mon identité de genre, je suis un garçon, j'aimerais être une fille, je suis une fille, j'aimerais être un garçon, bon voilà. Donc on comprend ça plutôt sous un angle, disons, psychologique, je crois. Tout d'un coup, on dit, mais non, dans l'histoire, parce que ça se passait aussi un peu du temps de Rome, la Rome antique, mais bon, disons que là, c'est beaucoup plus proche de nous, il y a des exemples où c'est la société qui dit à un individu de sexe, en l'occurrence féminin, tu deviendras un homme, c'est-à-dire que tu vas assumer le statut d'un homme, parce qu'il n'y a plus de garçons, ou il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, ils ont été tués, bon, peu importe. On a besoin d'un homme. On est une société patriarcale, la transmission se fait par les hommes, etc. Pour aller... seuls les hommes ont le droit de porter un fusil. Alors, il y avait beaucoup d'affaires de vendetta, de génération en génération, comme vous le savez. Voilà. Donc on a imposé à ces femmes de jurer qu'elles ne se marieraient pas, c'est pour ça qu'on dit vierge jurée, et ensuite d'assumer le rôle, ce qu'on appelle entre guillemets chef de famille. Et donc la fille qui est interviewée par l'équipe de télé là, qui fait l'émission qu'on voit, elle a été maçon, par exemple. Bon. Elle va au café, alors du coup, ces femmes se masculinisent un peu, parce qu'elles ont des métiers d'hommes, alors vous voyez, elle a les cheveux un peu plus courts, elle va au café, ce qui ne se fait pas beaucoup dans ces coins-là, pour les femmes, etc. Donc c'est toujours une femme sur sa carte d'identité, mais c'est un homme socialement. Voilà. Donc ça me permet, moi je trouve que l'exemple, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, me permet assez facilement de dire voilà ce que c'est que le genre. Non ? Vous ne trouvez pas ? Et puis le dernier exemple, c'est pour revenir un peu à l'anthropologie, même si c'est pas l'objectif au fond de l'expo, c'est d'évoquer cette fameuse histoire de cette grande différence qui pour notamment Françoise Héritier est la différence fondamentale, c'est que les hommes et les femmes ne sont pas pareils, puisque les hommes ne peuvent pas porter d'enfants, les femmes les portent, les font, accouchent, etc. Et donc, vous savez que Françoise Héritier, dans son fameux ouvrage Masculin-Féminin de 1996, avait élaboré finalement une espèce d'explication un peu générale, donc je ne vous raconte pas, qui est beaucoup plus maligne que ça, que ce que je vais vous dire, mais bon, en gros, elle disait c'est sans doute ça qui est cette valence différentielle des sexes, cette différence des sexes, le fait que les hommes s'imposent ou s'approprient, ils s'approprient quoi ? Ils s'approprient les femmes,
Ils dévoilent, par exemple, ou ils les enferment dans des arènes, pour s'approprier la progéniture. Ils leur imposent d'être vierges au mariage, pour contrôler le fait qu'ils soient bien les pères. Et donc la grande question qu'on pourrait se poser, même si ça peut être une sorte de fantasme, c'est qu'est-ce qui se passerait, et sans doute tout le monde, toutes les sociétés se sont posées tout le temps, qu'est-ce qui se passerait si les hommes accouchaient? Ça changerait beaucoup de choses, parce que ça changerait, au fond, le fondement de cette relation de genre. Alors c'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors, malheureusement, cette image-là, je ne l'ai pas, c'est la couvade. La couvade, c'est attesté par les ethnologues dans certaines sociétés, notamment en Amazonie, parce que je sais, mais aussi au Pays Basque, et qui consistait tout simplement à ce qu'une fois que la femme a mis bas, a accouché, a fait son bébé, l'homme la pousse hors du lit, lui dit « Allez, rentre à la cuisine, va faire ton boulot, je m'installe avec le bébé et je reçois les félicitations. » Donc je trouve que c'est pas mal, et ça se faisait aussi dans les familles royales, c'est sans doute ce que montre cette enluminure qui vient de la Bibliothèque nationale. Voilà. Alors il y a d'autres images qu'on a utilisées, je ne vous les montre pas, c'est Adam et Ève, Ève sortant de la côte d'Adam, une sorte d'accouchement masculin, et puis cette image du fond, là que vous voyez, qui est le fameux Thomas Beatty. Alors Thomas Beatty, c'est un peu délicat parce que ça pourrait nous apparaître un peu comme un monstre de foire. C'est un transgenre américain qui était femme, qui est devenu homme, qui a gardé son utérus et ses organes reproductifs et qui accouche en tant qu'homme. Voilà. Donc il accouche en tant qu'homme, il a 3 enfants maintenant. Il se fait payer assez cher les droits de présenter ses accouchements, mais ça m'a paru quand même une image intéressante, même si c'est un Américain, même si c'est quelque chose d'un peu rare, de dire qu'il y a quand même une possibilité qui a trait au genre, du coup, et pas au sexe, d'être qu'un homme sur sa carte d'identité, puisse faire ce que fait une femme, c'est-à-dire accoucher. Alors c'est paradoxalement l'image, la photo qui choque le plus les gens. Très étonnant. Les gens disent Berck, ou je sais pas, c'est affreux, je ne peux pas regarder ça. Donc c'est très étonnant. Et à côté de ça, alors c'est pas du tout gore du coup, c'est l'Infatibelli acheté par internet, que Patrick aime beaucoup porter, qui est le tablier d'empathie, qui est quelque chose qui sert aux hommes, a priori, à être en empathie avec leur femme pendant la grossesse. Alors ça va jusqu'à 15 kilos, c'est-à-dire que vous avez des accessoires, là je vous montre, voilà. Vous avez des boules, vous avez de l'eau, vous avez toutes sortes de choses, même de l'eau chaude, pour avoir la sensation de l'enfant sur soi, en soi. Et ça nous a paru, voilà, c'est anecdotique aussi, mais ça nous permet de décontracter un peu l'atmosphère et de montrer quand même quelque chose, voilà, qui existe aujourd'hui et qui va aussi, qu'on aurait pu montrer aussi dans la partie sur l'égalité. Dans la partie sur l'égalité, on montre un pisse debout, là je ne l'ai pas montré, ça se trouve dans le commerce, vous connaissez ça sûrement, avec un petit film, et ça permet simplement de dire, et là aussi c'est un peu anecdotique, ça permet de dire jusqu'où l'égalité. Porter un enfant, et pour les femmes, pisser debout, comme les hommes, ça pourrait être le summum de l'égalité. Je ne crois pas que ce le soit, mais bon, ça permet de réfléchir là-dessus. Voilà. Alors, programmation dans et hors les murs. Alors ça, c'était le fameux histoire du baiser de Marseille. Non, les 2013 couples homo qui vont s'unir devant le Mucem le 9 juillet à l'occasion de l'Europride. Ça, c'est pas fait du tout, ce qu'ils n'étaient pas autant. Mais ça m'a paru intéressant de montrer qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur. C'est pour dire il y a des choses dedans dans l'expo, puis dehors il y a aussi un monde qui existe. Et il se trouve que l'Europride, donc la Gay Pride, ou l'européenne, a été programmée à Marseille
parce que Marseille, capitale européenne de la culture, donc à cette période-là, et qu'ils avaient proposé de faire quelque chose devant le Mucem. Au fond, ils sont venus au Mucem, mais ils n'ont pas fait de mariage symbolique de toute façon. Et puis l'autre chose, donc on a quelques éléments qui doivent circuler, qui est effectivement tout un ensemble. Alors à côté du catalogue, à côté de l'album, etc., à côté des audioguides, bon, il y a une programmation. Et ça, c'est très important de dire que dans un musée comme le nôtre, qui est aussi un forum, qui est aussi un lieu de rencontre, un lieu de débat, eh ben, il y a un certain nombre de... Donc c'est en général, pour le genre, ça s'appelle, c'est le mercredi soir. Tous les mercredis, on invite soit un cinéaste, un réalisateur, soit un programmateur, soit un chercheur. Donc Michel Boson va venir le 16 octobre. On peut tous vous rendre en masse à Marseille pour le 16 octobre au soir. La semaine d'avant, on a Ibtissem Bendridi qui parle justement de la virginité, de tout ce qui a lieu, qui a trait à la virginité. On aura Sophie Bessis en novembre. Bon, un certain nombre d'auteurs du catalogue qui vont s'exprimer dans le cadre de ces conférences. Conférences qui sont toujours accompagnées par un film. Donc, notamment, là, la prochaine fois, ce sera le film de cet Tunisien qui s'appelle l'Hymen national, qui parle de la question de la virginité en Tunisie. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Voilà, il est moins 20, et j'espère que vous allez poser des questions.